Tiers-livre, carnet privé. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un peu impoli, le mec tous les soirs à 19h30 défie 30 fois Rabelais, ça veut dire qu'il y a tous les soirs 10, 12, 15 minutes, puis en plus vous me faites l'amitié de suivre, mais le journal c'est pas la même chose, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, et puis c'est quelque chose qui se passe ici, c'est-à-dire je sais à peu près ce que j'ai à dire, et justement il est temps de le dire, et puis en même temps je sais que parce que je le dis là, en direct, ça va aller plus loin, ça va fourcher, ça va se prendre les pieds dans le tapis, c'est pour ça que j'ai besoin de ce carnet, puis ça commence à faire un bon petit moment que ça dure. Alors toujours même principe, des rubriques, et puis j'essaye de les faire courtes possible, mais par petits épisodes comprimés. Puis c'est pas la même chose que le Rabelais. Ici, carnet privé, d'abord ça suppose que vous êtes abonné, on est en confiance, et puis je pense que c'est pour soi-même qu'on le fait. Le Rabelais, c'est un truc qui vient d'un boulot, qui vient de longtemps, c'est remettre en chantier de tas de trucs. Il y a le bouquin que j'ai sorti avec tous ces essais, ces articles que j'ai révisés, repris depuis longtemps, donc c'est un rendez-vous qu'on se donne à soi-même, puis on peut espérer que ce soit une ressource lente qui diffuse sur la durée. Alors on y va. Et aujourd'hui j'avais envie d'inverser un peu la règle du jeu, de commencer par la fiction. Alors là cette fois j'avais envie de changer un peu la règle du jeu et de commencer parce que j'atteignais sinon autrement que vers la fin comme une sorte de glissement progressif. En quoi on peut, avec cet outil, en temps réel, pratiquer de la fiction. Et cette semaine, c'était un des points de départ de ce journal, j'ai eu un sentiment d'être moi-même fiction, d'être moi-même dans la fiction, d'être moi-même doublement fiction. Je m'explique. Vous savez que pour quelques semaines encore, je vais le mercredi et le jeudi à Cergy, 25 km de Paris, direction nord-est. J'ai 2 itinéraires pour y aller. Un, c'est le TGV qui m'amène à Montparnasse en 1 heure. Il y a le métro, et là je change à Étoile, je prends le RER. L'autre truc, c'est plus lent, mais c'est moins cher. Je pars 1 heure plus tôt, j'arrive à Austerlitz, je traverse à pied pour Gare de Lyon, c'est pour ça que j'aime pas trop le faire en hiver. Là, je prends le RER qui va direct. Et quand je passe à Étoile, c'est un quai qui est vraiment tout venteux, tout droit, etc. Et je prends le premier RER qui vient, parce que ceux pour Cergy sont les plus remplis. Donc j'en prends un pour Saint-Germain, Poissy, peu m'importe. Ils s'arrêtent tous à la Défense. Et à la Défense, je m'arrête parce que c'est une esplanade plus grande, il y a beaucoup plus de gens qui passent, il y a des sièges pour s'asseoir aussi. Et puis donc j'attends les 2, 3 RER, des fois un peu plus, jusqu'à ma direction Cergy. Donc je suis habitué à ce quai de la Défense. Je connais les sièges, je connais même la petite boutique où ils vendent du café en gobelet. Il m'arrive d'en prendre un si j'ai plus de 10 minutes à attendre. Puis comme ça, quand j'arrive à Cergy, je fais direct à l'école au lieu de me recaféiner sur place. Vous voyez, c'est des grandes choses. Mais ça veut dire que pour moi, c'est un habitus. C'est un lieu où j'ai aussi fait des photos. Je connais même les escalators. Je connais les petits recoins, les petits signes, les affichages. Il y a une espèce... je sais les moments, je sais les bruits aussi, quand les trains arrêtent, repartent, puis que revient le mot de la Défense. Par contre, quand je viens d'Austerlitz, là je prends la gare de Lyon, et là je prends les trains direct Cergy. Je ne m'arrête pas à la Défense. Et là, cette fois-ci, mon RER, parti de gare de Lyon, s'arrête à la Défense, juste devant cet endroit où d'habitude j'attends. Peut-être c'était le matin, peut-être c'était les lectures, peut-être c'était le cours que je devais faire juste après. Le sentiment de déréalité, c'était ça. Je me regardais en train d'attendre sur le quai à la Défense. Bien sûr, je n'y étais pas, mais puisque je me savais pouvoir attendre exactement dans les mêmes conditions, je pouvais me projeter, me glisser à distance dans ce personnage absent. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans le train et j'étais à la fois hors du train, puisque je regardais l'être fictif regardant cette scène tellement habituelle. Alors là, on commence à caler. Et la fiction, c'est pas inventer une représentation de réalité. La fiction, c'est simplement ça. On prend ces moments de réalité qui sont décalés, qui sont simplement un tout petit peu à côté d'eux-mêmes, puisque à cet instant, j'étais littéralement deux. Je regardais celui qui attendait le bon train pour le prendre sur cette espèce d'entrequai avec la boutique de café, les escalators, les lumières. Et j'étais totalement dans ma certitude
d'être à la fois dedans et dehors du train, d'être celui qui là, à cet instant, regardait. C'était ça, le départ fiction de ce journal. Et vous savez comment on fait dans le journal? On fait suivant. Alors là, il faut que je m'éloigne 30 secondes, j'ai besoin d'un petit accessoire. Vous le connaissez, mon petit coin d'écriture, la porte où je colle les cartes postales. Là, c'est les livres sur les Stones, il y a d'autres aussi, Dylan, Led Zepp, il y a tout un rayon, Hendrix aussi qui est pas loin, mais on en parlera une autre fois. J'ai eu un nouvel écroulement ici, parce que quand j'avais réparé cette étagère, je vous dis tout, hein, j'avais mis des équerres ici, celui-ci, tout en bas et tout en haut, mais ces deux-là, il y avait encore les petits picots, j'ai cru que ça tiendrait, et boum, tous les pliades. Donc c'est encore à réparer, mais ça va venir. J'aime bien ce coin aussi, parce que c'est celui où j'ai ma deuxième vie, mais ça, je vous l'ai dit, c'est en dehors d'Internet. C'est une question de garder les équilibres, justement par rapport à ce qu'on peut faire ensemble ici, le fait que dans ce journal on balance quoi. Alors l'accessoire, vous le connaissez, c'est parce que je suis tellement touché que vous soyez si nombreux à me suivre sur les Rabelais. On va même essayer de recadrer un tout petit poil. L'accessoire, vous le connaissez parce que vous êtes si nombreux à me suivre sur ce défi 30 fois Rabelais. Et c'est une énergie en ce moment pour moi. Une énergie quoi? Positive? Ouais, je crois que c'est plutôt le contraire. Il y a des moments où c'est des transitions, c'est des basculements. On n'est pas dans un monde qui va bien, mais évidemment, aucun de nous tous, nous toutes, échappe à ce que ça vienne ronger par le dedans. Rabelais, c'est quoi? C'est cette avancée par la langue, jetée, non pas dans la Renaissance qui serait un truc tout neuf, mais encore, justement, on est tout lesté des grandes ombres. Il y a une transition, mais la transition, elle va pas où on veut. Elle multiplie encore, et les pestes, et les famines, et les guerres, et la bêtise. C'est ça, Rabelais. C'est pour ça que la langue est géniale. Et c'est pour ça que je crois qu'en ce moment, particulièrement, j'avais besoin de me réancrer là-dessus. Alors, donc, j'ai mariné parce que je savais ce rendez-vous. Comment je vais le faire ici? Est-ce qu'il faut le faire dans un autre lieu? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement dehors? Où je m'installe? Des fois, là, évidemment, c'est le carnet. Il faut qu'il soit à la table de travail. Hein, toujours même avec l'ordi. J'ai un fond noir. Je m'en servais pour Barba, mais je n'avais pas envie pour Rabelais. Alors, j'ai commandé ça. Ça coûte... Alors, évidemment, il y en a des prix beaucoup mieux. Celui-là, du coup, c'est quoi? C'est un vieux drap. J'aurais pu en récupérer un des stocks de l'ancienne grand-mère. Bon, ça s'appelle quand même fond photo. Peut-être que c'est un peu plus lisse, j'en sais rien. Enfin bon, je dormirai pas dedans de toute façon. Mais il y a la taille, si c'est... Hop là, ça doit faire 2,80 m sur 1,80 m. Et voilà comment je fais. Je l'accroche avec mes pinces ici comme ça. Je mets une autre pince. Je poinçonne les pinces. Je mets une qui est là. Une dernière. Et puis ça y est, je suis dans mon fond Rabelais. Faut que décaler un peu le truc, mettre un peu en gros plan, et ça y est. Mais vous savez quoi, l'histoire que je voulais vous dire, c'est le rétable des merveilles de Cervantes. Est-ce que vous connaissez ce texte? Vous savez, Cervantes, je crois qu'il a laissé... Quevedo en a laissé 400, Cervantes en a laissé, je crois, plus de 160. À l'époque, c'était ça. C'est des espèces de micro-pièces de théâtre, on jouait des trucs. Bon, en tout cas, il y en a une qui s'appelle le rétable des merveilles. C'est quoi? Deux bonimenteurs qui arrivent dans un village. Ils s'installent dans une grange. Dans la grange, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent un drap et ils plantent des clous dans le mur pour accrocher leur drap. Et ce qui est fascinant, c'est là, il y a même une inconnue, c'est-à-dire que, évidemment, les spectateurs, c'est le village même, mais on installe aussi sur scène les spectateurs du village. Alors, comment ils faisaient cette mise en abîme? J'en sais rien. En tout cas, les spectateurs font partie active de la pièce. C'est-à-dire que le bonimenteur commence à dire que sur ce drap, il va faire apparaître les scènes de la Bible. Et vous savez, dans l'Espagne de Cervantes, lui-même, à quel moment, dans ce qui monte là des jésuites, il s'agit de dire on rompt avec l'origine arabe, et vous savez que le Don Quichotte est traduit d'un auteur arabe, le traducteur rigole en traduisant, et c'est comme ça que
nous, on a la chance d'avoir ce manuscrit. Bon, vous connaissez tous ce début génial. Mais donc, l'arabe, c'est ça. Et puis de l'autre côté, il y a l'univers juif qu'il s'agit de renier, sinon c'est inquisition. Et Cervantes, dans sa Rétable des merveilles, voilà l'astuce. C'est-à-dire, le bonimenteur montre sur le drap blanc des scènes animées de la Bible. C'est-à-dire dire que dès ce moment, dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, il invente l'image animée, l'image de cinéma. Il invente l'écran. Et sur cet écran, vous avez quelque chose qui donne quoi? C'est du cinéma? Non, c'est l'illusion de la réalité parce qu'elle est animée, colorée, en relief. C'est ça qui est transcendant, comment ça se passe mentalement. Et deuxième truc, le village est ici, sur le plateau. Et donc le bonimenteur dit, ceux qui verront les scènes de la Bible. Tout le monde les connaît, les scènes de la Bible. Simplement ceux qui sont d'origine arabe, récemment convertis. Ceux qui sont d'origine juive, récemment convertis, ou convertis par la force des choses. Eh bien, ceux-là ne verront pas. Et le bonimenteur commence. Et c'est Sodome, et c'est Gomorre. Et voilà les rats qui sortent de Sodome et Gomorre. Les rats qui envahissent l'espace même, qui sortent de l'écran. On est comme chez Woody Allen, comme dans ce génial Nyarlathotep, ce texte de jeunesse très court de H.P. Lovecraft. Et donc, seuls les vrais chrétiens sont susceptibles d'être effrayés par cette horde de rats qui sort de l'écran. Évidemment, tout le monde s'enfuit. Rétable des merveilles. Alors, c'est quoi le Rétable des merveilles? Comment on y a accès? Eh bien, c'est Jacques Prévert qui l'a traduit. Vous savez, récemment, je vous avais fait visiter en vidéo l'escalier et la terrasse d'où habitaient Prévert et Boris Vian. Et donc moi, c'est mon Rétable des merveilles. Alors ça fait des années que je tanne tous mes potes traducteurs, traductrices de l'espagnol pour leur dire, mais quand est-ce que vous nous ferez une version contemporaine du Rétable des merveilles? Eh ben, je ne l'ai toujours pas. Heureusement que la version de Prévert, elle est tellement poétique, magique. Voilà, c'était Histoire de mon fond blanc à 15,90 € sur Amazon. J'ai investi pour ma chaîne vidéo. Suivant. Ah, là, il faut qu'on se prenne un petit moment. Mets-toi pas dans l'ombre, toi. Je garde un peu la même disposition, mais avec ce micro-là, un tout petit moment, un peu sérieux, un peu barbant. Vous savez que récemment, l'Europe a voté une loi sur le droit d'auteur et que c'était une empoignade qui fait vraiment triste. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait tous les gros lobbies des sociétés d'auteurs, même évidemment les sociétés pour les droits d'auteur. Il n'y avait pas que les SACEM ou etc. Il y avait aussi tous ceux qui concernent la littérature, l'édition, les syndicats d'éditeurs et ça, et la presse, le lobby de la presse. Qu'est-ce qu'ils veulent, la presse? De quoi ils vivent? Ils vivent des rentes que leur donne Google, etc. Parce que les liens des articles, etc. transitent là. C'est toute une sauce, vous pouvez explorer, vous connaissez le schmilblick. Donc pour eux, la partie était sûre, c'est-à-dire que comment obtenir de Google notamment une rémunération ou de Facebook quand s'affiche sur leur site des extraits de ces journaux, mais qui pour la plupart sont déjà largement verrouillés maintenant. Le droit à propulser simplement un titre et un chapeau, oui, c'est tout ça qui était dessous. Alors évidemment, le texte et la littérature, ça compte un peu pour du beurre dans ces affaires-là, mais pas tant que ça. C'est pour ça que de l'autre côté, tous ceux qui se bagarrent sur les sites, qui se bagarrent par le web, qui se bagarrent là, comme ça, avec des chaînes YouTube ou des podcasts, nous on disait, mais putain, mais foutez-nous la paix, mais laissez-nous vivre, laissez-nous inventer, laissez-nous aussi disposer de ce micro-artisanat, ce qui nous permet d'acheter un truc comme ça. C'est exactement ce que YouTube me verse par mois pour l'instant, que ça va pas plus loin que ça, et puis qu'est-ce que j'en ai à fiche. Mais vous voyez, on est déjà quand même dans une économie de la transaction. Je vais y revenir. Alors, pour ce qui est de la musique, par exemple, au début de cette chaîne, je me disais, j'ai plein de potes musiciens, et puis qu'est-ce que j'aime découvrir, écouter, etc. Donc je prends des extraits, des disques qui paraissent. J'ai fait avec des gens comme Serge Tessoguet, de Zone Libre. Waouh, qu'est-ce que c'est formidable le boulot qu'il fait. Et puis
ou d'autres, tous mes copains comme Pifarelli, Vincent Courtois, je prends les plus proches, François Corneloup, plein d'autres, hein. Ou alors des choses que je découvre, ou même des trucs folk, ou des trucs comme ça. Et puis évidemment, tous ceux qui font la même chose côté US. Et donc je prenais ces musiques, alors évidemment, tout de suite, justement, c'est filtré. C'est-à-dire, c'est reconnu par YouTube. C'est au point qu'une fois, j'étais à Boston, et j'avais filmé des gamins qui dansaient dans un square. Ils avaient mis un blaster, c'est un truc là, qui balançait juste, mais j'avais fait quoi, 30 secondes. Et bien, pour 30 secondes de ce morceau que les gamins jouaient pour danser sur la pelouse d'un jardin public, pof, vidéo, rétamée, interdite. C'est-à-dire, les disques de mon copain Dominique Pifarelli, celui-ci, je sais pas où c'est, non, ça c'est Poros, ça c'est un label qui va, mais sinon c'est chez EMI, etc., même pas le droit d'en mettre plus de 20 secondes. Alors vous voyez, c'est pas une question tant de rémunération que à chaque fois qu'un morceau est automatiquement détecté par Google sur une vidéo, et maintenant, même si vous utilisez un truc qui vient d'un concert, même si vous vous débrouillez pour mettre un peu de bruit de fond dessus, ou la voix dessus, je vous assure que ces filtres de repérage d'identification, ça marche, mais alors de façon surprenante, plein pot, des fois un mois après, vous avez utilisé un truc totalement inconnu, etc. Bon, ça, c'est pour la musique. Alors ça m'a conduit, mais déjà depuis quelques mois, parce que je sentais le truc venir, fini, je ne parle plus, j'utilise plus ce genre de musique, je paye 13 € par mois, un abonnement, ces plateformes-là se sont multipliées en quelques temps, j'utilise Epidemic Sound, qui sont des jeunes musiciens suédois, qui font ça dans leur hiver, dans leur cave, avec leurs ordis, qui font des trucs géniaux, mais des boucles de 1 minute, 2 minutes, etc. Bon, vous avez entendu maintenant, bien souvent. Et ça, YouTube les reconnaît, mais elles sont copyright épidémiques, et moi, je me suis abonné à ce copyright, il y en a 30 000, donc largement de quoi faire. Voilà pour le son. Maintenant, pour l'image. L'autre jour, dans une vidéo, je ne sais plus sur quoi je travaillais, je reprends juste 90 secondes de ce film tellement historique, de 1927, Dziga Vertov, l'homme à la caméra. Qu'est-ce que c'est fondamental dès lors qu'on réfléchit à l'histoire de l'image. Donc ce truc noir et blanc, muet, je l'installe là sur ma vidéo, et puis, voilà, juste à peine 48 heures plus tard. Alors, est-ce qu'on me bloque sur YouTube? Non. Ce que Google dit, bon, elle est démonétisée, ça je m'en fiche, mais nous la monétisons pour nous ou pour les ayants droit de l'œuvre récupérée. Ça veut dire que pour 90 secondes de Dziga Vertov, là pour l'instant on me laisse faire, mais en tout cas, je suis sous contrôle. Mais pour le texte, vous croyez qu'ils font pas pareil exactement? C'est-à-dire sur YouTube, et c'est pas YouTube qui est en cause, au contraire. Mais vous avez dès à présent, en tout cas depuis 1 an ou 2, ces fonctions qui réinterprètent le texte à partir de la tchatch orale. C'est-à-dire que sur votre interface, vous avez une petite fonction qui est de transcription automatique. Alors ça donne un texte qui est assez pourri, par exemple, il m'est arrivé de le faire pour certains trucs d'impro sur des ateliers d'écriture, donc je vais sur le machin et j'exporte le texte que réinterprète YouTube. Ben, je vous assure que quand on parle calmement et avec une syntaxe qui soit à peu près respectueuse, le texte est nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que filtrer ce qui est dit sur une vidéo. C'est-à-dire, je prends, puisqu'on va parler de Quignard, je prends Quignard, je lis un passage de Pascal. Évidemment, j'ai droit de citation, et le droit de citation, vous savez que c'est un droit contextuel. C'est-à-dire, si je suis dans un truc critique, j'aurais droit de citer, par exemple, 18 lignes, c'était dans mon boulot sur Bob Dylan, j'avais droit à 18 lignes parce que le livre faisait tant de pages, etc., etc. Et donc, c'est en fonction de la part prise par la citation dans le contexte. Et c'est évidemment, on s'en sort. Si vous suivez les chroniques, par exemple, géniales d'Emmanuel Pierrat dans Livre Hebdo, bon, mais ça veut dire que les filtres pour reconnaître du texte, elles sont exactement déjà du texte dit oralement dans une vidéo, ils sont exactement déjà au même niveau que les filtres d'interprétation de la masse des musiques
que la masse des images. C'est-à-dire qu'on a une fonction aussi juste depuis 2 ou 3 mois sur YouTube. Si quelqu'un me pique ma vidéo, j'ai rien à faire, mais l'installe comme étant la sienne à l'intérieur, je vais être prévenu par YouTube. Évidemment, aucune incidence. Mais ça veut dire qu'il suffit de brancher ces filtres d'interprétation. Pour la musique, ils sont branchés sur la base de toutes les musiques commercialisées chez Spotify, c'est iTunes, chez Google Play, donc c'est fastoche. Mais les ayants droit, c'est-à-dire par exemple une société d'auteurs, que ce soit la Sophia par exemple, qui gère les droits dans les bibliothèques, les éditeurs ouvrent leur silo de données à la Sophia, serveur contre serveur, une reconnaissance de phrases. Vous savez, c'est pas simple, parce que nous aussi on utilise ces outils à l'envers. Combien de fois mon atelier d'écriture, j'ai eu ça la semaine dernière, est-ce que je vais retrouver en tout cas, j'étais avec une étudiante, je me souviens de son prénom, Esther. Il y avait guerre dans l'expression, mais je me souviens plus de l'expression détaillée. C'était 3 mots. Mais dans ces 3 mots, il y avait une inversion de conjonction. Et tout d'un coup, la phrase prenait, elle travaille sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce que c'est que de travailler sur la guerre d'Algérie dans le contexte d'aujourd'hui? Et tout d'un coup, je dis, mais regarde, Esther, cette expression de 3 mots, elle n'a pas de précédent dans la langue française. C'est-à-dire, on avait 3 mots. Le mot guerre, qui est commun, la préposition AUX, et puis un autre mot, là, je ne me souviens plus, un verbe peut-être. Enfin, bon. En tout cas, je lui dis, regarde, j'insère mon truc entre 2 guillemets sur recherche Google, et je lui dis, voilà, ton expression de 3 mots, personne ne l'avait jusqu'ici utilisée. Vous savez que Google Books, par exemple, c'est un continent énorme. C'est-à-dire que tous les textes, en tout cas une grande partie, même des textes contemporains, c'est 70, 80, sont déjà dans des fonds. C'est que Google avait numérisé les fonds de bibliothèques, comme celle de Lapardieu à Lyon, en échange de remettre à la bibliothèque la libre utilisation de ces numérisations, et puis eux, de les garder uniquement comme outils ou banque de données. Bon, j'insiste pas plus. Je suis pas de ceux qui pensent à la menace. Enfin, je fais pas de. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, tenez, je suis en train de lire un très beau livre, Arnaud Catherine. J'entends des regards que vous croyez muets, et puis je prendrai la liberté d'en parler. Vous savez comment je fais? Comment j'ai fait de ces années sur toutes ces vidéos? Je prends un truc et je dis, tenez, je vous en lis 3 pages. Je suis désormais dans l'illégalité. Mais en tout cas, voilà pourquoi nous étions contre ce lobbying sur l'article 13, qui est devenu maintenant 17 dans le truc, mais que ça mâche toujours ces vieilles bureaucraties. Ce qu'on a besoin des sociétés de perception de droits d'auteur, c'est-à-dire ces sociétés, où elles avaient leur fonction, même la SCAM, etc., elles perçoivent parce qu'avant on ne savait pas faire ces trucs-là. Aujourd'hui, n'importe quel truc, il y a un ISBN, il y a un code barre, etc. Donc tous ces trucs-là pourraient être régulés automatiquement, sans eux. Et dans ce qu'ils perçoivent, d'abord ils se payent en tant que structure, où ils payent leurs fonds, leurs machins. Des fois, ils le font très bien. La bourse brouillon d'un rêve à la SCAM. Waouh, super cette aide si généreusement accordée à des projets un peu singuliers. Mais il suffirait d'un tout petit truc comme ça pour qu'aujourd'hui, n'importe quel truc diffusé, on puisse avoir accès directement à nos revenus. D'où cette espèce de mainmise bureaucratique, mais oui, qui pèse aussi dès à présent sur notre façon d'avancer nos contenus. Allez, assez sur ce thème-là. Suivant, on va revenir un peu à la littérature, ok? Alors littérature, pas littérature, je sais pas, en ce moment, c'est pour ça que j'ai besoin de ces carnets. Il y a ce qui est dit, ce qui est pas dit, et puis au milieu, il y a cet échange qui prend tellement de force, justement aussi, à cause de ce qu'on n'a pas le droit de dire. Là, le jour, c'était tout simple. Je me coupais des cheveux en trop, parce que j'aime pas aller au coiffeur. Et puis en même temps, des fois, c'est pas marrant. Donc. Et dans ce toucher, il y avait ce truc de dire, dans la conscience de l'âge, merde, tu as pris tes cheveux de mort. Alors après, j'ai cherché à comprendre. C'est-à-dire que quand on se confrontait à des morts, j'aime pas trop embrasser. C'est plus rapport à la main. Je mets la main ici. Main là, mais il y a une densité d'au revoir, mais cet au revoir, pour moi, la bouche, c'est pas un organe. Vous savez, dans ce qu'on travaille, nos exercices de tradition sorcière, par exemple, là encore, j'en fais pas un tabac, mais la première fois, moi, c'était en Inde,
confronté à un type qui ça passait par la plante des pieds. J'ai un peu travaillé sur ces choses quand même. Et ça sert en... Je pense aussi que ça sert en vidéo. Il y en a qui se foutent de la gueule de mes gestuels. Évidemment, ils ne sont pas contrôlés. Évidemment, je ne joue pas avec. Mais cet espace-là, et c'est bien pour ça que la musique, c'est fort aussi. Qu'est-ce que c'est ce contact des mains, instruments qui... participe de cette relation. Probablement que dans l'écriture, il y a une relation qui est complexe aussi pour tous ceux qui parlent de l'écriture à la main. C'est pas mon cas, mais en tout cas, ce qu'on peut travailler énergétiquement avec les paumes des mains, c'est là. Donc ce rapport, ce dernier adieu aux morts, ce qu'on donne prend aux morts dans le dernier échange jusqu'au contact et ce qu'on apporte dans le contact, ce qu'on prend et ce qu'on enlève. Bon, c'est des trucs qu'on peut travailler, mais pas pour l'instant en vidéo. Et donc, j'ai souvenir, je pourrais énumérer tous mes morts, je pourrais énumérer ce qu'il y a de mémoire dans la main. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mémoire de la main. On a parlé de mémoire de l'eau. On sait que c'est évidemment pas, il y a des neurones dans le bide, ça on le sait, mais il n'y a pas de neurones dans la main. Mais ces zones associées au toucher, je pense qu'elles sont plus des questions énergétiques. Et mon cousin Jean-Claude saurait, lui, m'expliquer précisément les longueurs d'onde scalaires très précises associées à ces choses qu'on mémorise par la main à distance. Pas plus là encore là-dessus. Mais donc, la mémoire, en particulier pour aussi des gens comme moi qui sont quasi dépourvus de la vue quotidienne, c'est-à-dire qui gèrent le quotidien tout aussi précisément avec nos petites interfaces radar de chauve-souris ou de chien, tiens. Encore la vue du chien qui est aussi myope que moi est constamment un apprentissage. Ah mais je dévie trop, j'en étais juste à cette question de la mémoire par la main des cheveux des morts et que tout d'un coup, à sentir mes propres cheveux, avoir dit cette phrase, tu as tes cheveux de mort. Suivant. Alors précisément parce que j'étais aussi dans ces histoires-là, hier pour une journée que je raconte pas, j'avais emporté avec moi un livre. C'est quelque chose à quoi je m'astreins depuis pas mal de mois parce que j'avais arrêté de le faire. Et puis vous savez, j'ai des liseuses, c'est pas ce qui manque, j'ai mon iPad, etc. Et j'aime bien lire sur liseuse. C'est des bourrins, mais bon, justement, on est hors connexion. Mais je suis revenu un peu à l'idée d'avoir un livre avec soi et le prendre. Tu vois, j'avais raconté, tiens, le roman inachevé d'Aragon. J'en lis 10 lignes, mais c'est bon, il est dans la poche. Tu le sors, tu es là, t'en prends 10 lignes, c'est tout, pas plus. C'est un livre qui s'appelle La vie n'est pas une biographie. Pascal Quignard, c'est sorti tout récemment chez Galilée, j'en ai parlé dans service de presse. Je comprends pas pourquoi c'est pas dans le dernier royaume. Peut-être c'est des paralipomènes, des choses un peu plus douces, un peu plus détendues. Mais je tombe sur ce passage. Non seulement le cadavre de Racine, mais aussi celui de son maître, M. Hamon, restèrent exposés et démunis dans la neige. Les chiens errants s'approchèrent, ils les dévorèrent. Les chiens ne laissèrent pas grand-chose aux freux et aux corneilles de Saint-Lambert, de Port-Royal des Champs, de Chevreuse. Il y a une étrange thanatosémie qui fonde toutes les biographies, qui n'a aucun sens, mais à laquelle l'âme désire croire comme elle croit à une image. Et moi, dans ce passage, c'est-à-dire que pourquoi je ne pouvais pas comprendre cette dernière phrase de Pascal sur « étrange thanatosémie » qui fonde toutes les biographies, qui n'a aucun sens, mais à laquelle l'âme désire croire comme elle croit à une image. Ça veut dire que je te propose une image, je te construis l'image, et tu vas y croire à cause de ton désir d'y croire, et du fait que tu es déjà toi dans cette interface. Or, j'y étais à cause de mes cheveux de mort. Et là, tout d'un coup, Racine, pour moi, c'est aussi un compagnonnage extrêmement dense. Là, dans les livres que je montrais qui se sont pétés la gueule... Ouais, il ne faut pas 5 secondes pour aller le récupérer. Ça fait aussi partie de ces livres que j'ai tout prêt. Et puis, j'ouvre quelquefois au hasard, ou à vouloir lire telle scène. Mais c'est tellement important, cet aigu de la langue dans son rythme. Je ne peux pas me passer de Racine. Et pourtant, cette affaire-là, le cadavre de Racine laissé à dévorer aux chiens, qu'est-ce que c'est ce truc ? Et... j'avais pas de moyens d'enquêter
Si j'avais mon iPhone, j'ai regardé sur Wikipédia, mais qui peut s'intéresser sur quoi baser. Enfin, donc, j'en reviens. J'ouvre la biographie de Georges Forestier. Je vais à la fin, et rien dans Forestier sur cette histoire d'exhumation à Port-Royal. Là, tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que depuis la bio de Forestier, il y aurait eu un événement considérable qui aurait fourni à Pascal sa source? Je vais voir dans Saint-Simon. Alors Saint-Simon, là encore, plutôt que de prendre le tome 8 index, je l'ai évidemment sur l'ordi, etc. J'aurais pu le faire même d'ailleurs sur le téléphone. J'ouvre Saint-Simon et je cherche exhumé, Racine, Port-Royal, et je tombe sur un seul passage, et pour Saint-Simon, là par contre il est très clair. Alors je vous rappelle l'histoire, on est en pleine montée des Jésuites avec le père Le Tellier. Bon, Saint-Simon, il y en a des centaines de pages sur cette espèce de conjuration. Ils emportent le morceau, c'est-à-dire la fermeture de Port-Royal, même alors que Port-Royal, il y avait quoi, 2 douzaines de femmes qui restaient là, dont une qu'on a dû évacuer en litière, parce que pas moyen qu'elle se déplace. Mais après, c'était un symbole de la pensée, tout simplement. Et donc, Louis XIV ordonne la destruction. Et la détruire, ça c'est après l'évacuation. C'est-à-dire, on donne l'ordre d'évacuer en 1709, et puis ensuite, elle sera détruite pas avant, à la poudre. C'est-à-dire, on fera exploser les murs de Port-Royal en 1713, et pendant 4 ans, ça restera inhabité. Mais en fin 1710, en août 1710, quelque chose qui sera accompli au début de l'année 1711, donc avec effectivement de l'hiver, de la neige, il y a l'ordre de Louis XIV qui est d'éliminer les tombes. C'est-à-dire que les tombes sont l'ordre symbolique de Port-Royal. Tant qu'il y a les morts, Port-Royal vit par l'autorité de ses morts. Et là, dans Saint-Simon, on sent que ça résonne très lourd. C'est-à-dire que quand Louis XIV ordonne d'évacuer le cimetière de l'abbaye détruite, c'est un scandale. C'est un scandale, et vous savez qu'il y a un cimetière où il y a les nonnes, il y a un cimetière où il y a les gens qui ont illustré l'histoire de Port-Royal, ce hameau, et que Racine, en tant que saltimbanque, n'a pas demandé à être enterré dans le cimetière de Port-Royal, mais hors du cimetière, contre le mur extérieur, au pied de son maître, ce Hamon, mathématicien, logicien. Alors, quand on lit Saint-Simon et qu'on retrouve comme ça les archives qui sont à peu près accessibles, on découvre que le roi donne cet ordre d'exhumation et laisse les familles emporter les restes de leurs morts, puisqu'il s'agit de grandes familles. Et donc, les restes de Racine, ils seront simplement dans une bière, et c'est la bière de Racine qu'on va transférer là où sont aujourd'hui ses restes, je sais plus, l'église avec une plaque, etc., etc. Est-ce que Quignard, qu'est-ce quelle sauce il nous a inventé? C'est là où tout d'un coup ce truc m'a hanté une partie de la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait, Pascal? D'abord, j'ai retrouvé l'histoire. C'est-à-dire l'histoire des... elle vient, non pas de Louis XIV, mais 200 ans plus tôt, je parle compte. Henri IV, au moment des guerres de religion. C'est au moment où Henri IV avait le dessous. C'est-à-dire, dans ces massacres catholiques et huguenots, il y a des charniers. Et les catholiques, qui sont à ce moment en position dominante, donc avant l'avènement de Henri IV, décident que les ossements des huguenots vont être exhumés et livrés aux chiens et aux corbeaux. Aux chiens, aux vautours, même ils disent, mais c'est vraiment les corbeaux qui sont les nettoyeurs traditionnellement. Et donc cette image, elle vient de 200 ans plus tôt de la guerre civile entre la Saint-Barthélemy et Henri IV, ce qu'un savant comme Pascal Quignard, évidemment, n'ignore pas. Et c'est là où tout d'un coup vient l'image. C'est-à-dire le fait historique de ce truc-là. Et peut-être il en a parlé dans un autre livre, parce que c'est très difficile, tant qu'on n'a pas une édition numérique complète du papier Quignard. Qu'est-ce que moi, là, maintenant, j'en aurais sacrément besoin, quoi. C'est-à-dire, Quignard exhume cette image pour un fait historique tel, c'est-à-dire qu'au moment d'exhumer les cadavres, on ne sait plus quel cadavre était catholique, quel cadavre était huguenot. Aucun moyen de démêler qui est catholique, qui est protestant. Et donc, on les laisse tous ensemble pourrir dans le charnier.
Ça, c'est l'image, c'est le fait historique. Et Quignard transpose ça sur un truc. Alors, Port-Royal, qu'est-ce qui est impressionnant? Vous savez combien il y en a eu de cadavres transportés dans le bled d'à côté, où ils sont toujours? Il y a un ossuaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'église Saint-Louis-du-Lambert, ou un nom comme ça. Il y en avait 3000. C'est-à-dire que Louis XIV, pour exiger cette symbolique, que le bâtiment dévasté, tant qu'il y avait les morts, il agissait encore contre lui. Eh bien, il y a 3000 cadavres qu'on va transporter et aller foutre dans l'ossuaire du bled d'à côté. Par contre, Racine, non, il ne sera pas sorti de sa bière. Alors, il faut que j'aille vite, puisque c'est le journal. Est-ce que Quignard nous ment? Non, si vous relisez le passage, il est d'une habileté considérable. C'est-à-dire que non seulement le cadavre de Racine restait exposé et démuni dans la neige, non, jamais. Les chiens errants s'approchèrent, ils les dévorèrent. Non, jamais. Offreux aux corneilles de Saint-Lambert, c'est le nom du bled où ont été transportés les 3000, mais tout d'un coup, les 3000 anonymes exhumés jetés à l'ossuaire, ils reviennent là. Un Racine pourrait être un des leurs, sauf que lui n'est pas anonyme, les autres le sont. Et puis ensuite, cette phrase, mais à laquelle l'âme désire croire comme elle croit à une image. C'est-à-dire qu'on trimballe la bière de Racine, au contraire de ces 3000 laissés à l'ossuaire, dans cette image, comment il fait appel à ce truc historique 200 ans plus tôt, etc. Bon, il se peut très bien que Quignard ait mélangé sans faire gaffe, je pense que ça peut lui arriver, mais il est trop honnête et consciencieux pour ça. Alors après, moi, c'était un autre abîme, c'est-à-dire ça fait 15 ans là, que depuis ce dernier royaume, je lis constamment Quignard, j'en laisserai jamais rien passer. Et par contre, c'est des découvertes que je fais d'une culture dont moi, évidemment, je ne dispose pas dès qu'il est chez les Latins, les Grecs. C'est miraculeux, Quignard. Et par contre, quand il s'agissait de Racine, je disais, mais merde, oh là, je suis chez moi, là j'ai Saint-Simon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ne suis pas au courant de ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, tout d'un coup, un autre fonctionnement, et je me dis, mais ce fonctionnement-là, comment il travaille dans les autres livres de Quignard? Mais comme il parle de gens que je ne connais pas, ben, je marche au premier degré. Oh là 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 là, oui, ça m'a embarqué dans des drôles de trucs. Enfin, en tout cas, Pascal Quignard, la vie n'est pas une biographie. Et puis là, tout de suite, c'est seulement maintenant, à l'instant, que je pense à ce truc-là. C'est-à-dire, la vie n'est pas une biographie. Donc, j'invente un événement biographique non fondé de Racine, mais dont je prends la symbolique 200 ans avant sur la même pulsion, celle du puissant Louis XIV, d'éliminer les morts et d'insulter aux morts. Et puis, je vous laisse avec ça. Suivant, c'était un truc, c'est une phrase qui m'est venue, comme j'ai l'habitude de les garder, quand ça vous vient de 3-4 heures du mat, que vous restez encore un peu au pieu, mais que vous savez que vous allez vous lever entre 5 et 6, etc., mais qu'il faut la garder, cette phrase. Cette phrase, est-ce que lire pourra jamais revenir à ce qu'était lire ? Alors évidemment, dans le rêve, il y a ces espèces de choses qui mélangent des assonances. Est-ce que lire pourrait jamais revenir à ce qu'était lire? Ces espèces de tautologie, et puis en même temps, on est dedans. C'est-à-dire que l'effort volontaire que je fais pour avoir un bouquin avec moi et embarquer mon Quignard, ben je sais bien que l'invention d'écriture, elle participe de... Combien de fois je me suis expliqué de ces trucs-là, de ces jonctions entre les usages privés d'écrire en chaque époque et les modes les lettres, par exemple le roman épistolaire, mais vraiment à chaque moment. Et puis donc que ce qui se passe avec nos petits bousins, c'est nos lieux de langage, c'est nos lieux de l'usage privé du langage, c'est nos lieux de bibliothèque, c'est nos lieux de vérification de la biographie de Racine, même si justement, évidemment, j'en tombe sur un truc très limité, très partiel, mais j'ai aussi Saint-Simon là-dedans, même si je ne l'ai pas utilisé. Donc, il n'y a pas de retour possible. Et la question, c'est en quoi nos usages de réflexion de la langue, c'est-à-dire réfléchir la langue au sens direct, c'est-à-dire comment nous-mêmes, on entre dans le langage en mettant le langage en réflexion, et comment ce langage, on le renvoie réfléchir sur le monde comme un blaster qui, avec force et pouvoir de dissolution. On sait bien que c'est irréversible. Et le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on doit notre formation à ces objets, mais qu'avec des trucs comme ma collection tiers-livre éditeur, ben finalement, on arrive à refabriquer numériquement du livre, et que le numérique réengendre une matérialité du livre, mais dans un autre statut d'éphémère,
J'entre pas là-dedans, la phrase c'était ça. Est-ce que lire pourra jamais revenir à ce qu'était lire? Et comme j'avais peur de pas m'en souvenir, ben, je me la suis envoyée par Twitter tout simplement, c'est pour ça que je l'ai collecté. Et puis après ça fait d'autres variations, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du lire et de l'écrire, le nœud qui les joint ensemble, dans chacune des transitions, mutations, un moment où dans l'intérieur de cette transition, revenir à l'état antérieur du lire aurait été possible? Non, jamais. Donc là, c'est une dialectique, on entre là-dedans. C'était mon point. Allez, on va finir juste avec la rubrique traditionnelle de ce journal, des mails reçus, ok? Ouais, c'est tout simple, hein. C'est qu'on fait juste dans ces petits trucs comme ça. Pourquoi tu pendouilles, toi, espèce de fil? Là, ça va être mieux. Toujours dans cette chronique, je prends des mails ridicules où je me moque un peu de la poire de ceux qui me l'envoient. Et là, je vais faire un truc, mais alors totalement opposé. C'est un truc que j'ai reçu avant-hier soir. Et le gars, d'ailleurs, je lui ai juste dit que je lui répondrais vite, puis je ne l'ai pas encore fait. Je le connaissais pas du tout. À l'attention de Monsieur François Bon. Déjà, quand ça commence comme ça, c'est comment on recourt aux vieilles conventions de l'épistolarité. Il y a du plaisir à cette politesse. Tellement tous les jours, mais qui sont le contraire. À l'attention de Monsieur François Bon, bonjour monsieur, je commence par une anecdote qui me lie à vous depuis longtemps. Il y a plus de 10 ans, maintenant, je suis tombé au hasard et sans connaître votre œuvre sur votre livre, Paysage Fer. Motivé par sa lecture, inspiré par l'exercice d'écriture, je l'ai emporté avec moi dans une longue errance ferroviaire et littéraire de plusieurs mois, à pied, à travers l'ouest de la France. C'est curieux parce que moi, c'est la première fois qu'en tant que mec de l'ouest, je découvrais par ces allers-retours Paris-Nancy, la Lorraine, la Meuse, et c'est évidemment cet écart qu'a généré Paysage Fer. Je partais de manière régulière, par fragments de plusieurs jours, je marchais dans les emprises des voies ferrées. Et puis moi, il y a combien d'années que j'ai pas la liberté de le faire, ces marches-là? Il y a eu, d'autres tâches. Sur cette ligne d'estran un peu âpre, vous voyez comment il écrit, le gars? Souvent sordide, parfois merveilleuse. Je m'inventais une vie cachée, invisible, en infraction permanente. Alors évidemment, t'en es là au bout de la 10e ligne, tu te dis, oula, le gars, derrière, il y a du matos, il a dû lire son grac, toujours ça aussi, c'est quelqu'un qui écrit, qui travaille l'écriture, tu le reconnais à 3 km et tu le reconnais en 5 lignes. Après des mois de marche, fin avril 2008, je crois que c'était le 24, vous faisiez quoi vous, le 24 avril 2008 ? En Eure-et-Loir, mais je peux me tromper, je me lève après une nuit passée à la belle étoile dans les broussailles. Tôt dans la matinée, un TGV me dépasse, et quelques kilomètres plus loin, percute un jeune garçon âgé d'une 20aine d'années, comme moi à l'époque, suicide. On retrouvera la voiture du jeune homme garée non loin de là, sur un remblai. Le TGV est immobilisé un long moment sur les voies, afin que les secours puissent arriver, établir les tristes constatations. Je suis dehors, je vois le train, ne sais encore rien de ce qui s'est passé, mais je devine les drames, je quitte les lieux. La mort bien réelle de ce garçon met un terme définitif à mon errance ferroviaire et à ce projet littéraire. De retour chez moi, cherchant à en savoir plus sur ce malheureux garçon, je glane des infos sur Internet. Je tombe sur un blog commenté et illustré par une personne qui se trouvait précisément dans le train au moment du drame. Je découvre alors avec étonnement que l'auteur de ce blog, c'est vous, François Bon. Je ne vais pas épiloguer non plus là-dessus, mais je crois que c'est justement en quoi le web nous offre du miraculeux. Et pourtant, vous voyez, c'était il y a 10 ans, c'était le blog. Et moi, je m'en souviens très bien de ce truc-là. Combien depuis, avec tous mes trucs incessants, j'en ai vu, constater de suicides comme ça, sur les bords du train. Et effectivement, après, mon blog, il est daté. C'est facile de retrouver. C'est une archive que même moi, je ne connais plus suffisamment. Il m'arrivait d'autres choses aussi. C'était un dimanche soir. J'accompagnais mes gamins qui retournaient faire leurs études à Paris, et puis pas de train, et Saint-Pierre-des-Corps un dimanche soir qui n'a pas de train, et puis là, évidemment, encore suicide sur voie. J'étais reparti sur ce truc, et puis là encore, des gens de la famille d'une jeune fille, une étudiante, 2 jours après, ou quelques jours après, à cause de mon billet de blog, venaient et on commençait à discuter, à échanger sur le web. Donc des histoires comme ça, j'en ai eu plusieurs. Mais voilà, ça c'est ce genre d'interface, vous voyez, c'est-à-dire comment
on a la possibilité, même si c'est infime, de croire encore au miraculeux d'une jonction de l'écriture et du web. Et que même si cette part est miraculeuse, même si cette part est infime, le fait qu'on puisse nouer le web et l'écriture d'une façon qui n'a pas de précédent, globalement, c'est ce qui nous permet de continuer. Vous comprenez un peu pourquoi j'en ai besoin de ce journal. Et qu'il faut que ce journal, ce soit ici comme ça, par YouTube. Quigner, la vie n'est pas une biographie. Je crois qu'on va y revenir à cette histoire de Racine déterrée, livrée aux chiens. En tout cas, moi, il faut que je lui en parle entre quatre yeux. Mais il aura un petit sourire tout doux, tout gentil. Il me dira, mais de toute façon, t'as compris. C'est pas ce qu'il fallait. C'est pas ce qu'on veut avec nos livres. Puis cette fraternité de Racine, il me dira Quignard. On l'a ensemble. C'est peut-être ça, notre fraternité au-delà de tout. Et cette fraternité, comment on la tisse ici, sur le web, dans toutes les directions divergentes qu'on puisse imaginer. Bon, demain on revient à Rabelais.